Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre expliqué dans cet épisode, Les philosophes de Dieu, comment le monde médiéval a jeté les bases de la science moderne, du célèbre historien James Hannan. Il s'agit d'un ouvrage historique classique qui nous aide à comprendre la nature de la science en analysant comment la science moderne est née. Aujourd'hui, la science est presque le moteur le plus fondamental pour le maintien et le développement de notre société moderne, et c'est aussi le domaine dans lequel l'esprit d'innovation et l'imagination humaine sont les plus actifs. De plus, la connotation du mot science est également en constante expansion, il ne fait plus seulement référence à la logique cognitive des êtres humains du monde objectif et des connaissances et informations qu'ils maîtrisent, mais est également devenu un adjectif élogieux. Si nous disons que quelque chose est scientifique, cela signifie que cet ensemble de solutions, ou théories explicatives, est efficace et cohérent avec la réalité objective. Cela dit, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment la science, qui a joué un rôle énorme dans la survie et le progrès de l'humanité, est née. Une idée courante est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il existait un groupe de scientifiques courageux qui, d'une part, utilisaient leurs travaux de recherche pour mieux comprendre les mystères du monde naturel, et d'autre part, s'avançaient. Pour éclairer le public et les soi-disant les forces tenaces de la religion et de la féodalité se sont battues sans relâche et ont finalement établi la position importante de la science. Mais est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question, l'auteur Hannan nous raconte une petite histoire au début du livre. Newton, le célèbre physicien britannique qui vécut au XVIIe et XVIIIe siècle, a un dicton célèbre, « Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'ai vu plus loin ». Debout sur les épaules de géants. Alors à qui fait référence ce géant? Étant donné que la source de cette phrase est une lettre écrite par Newton à un ami et que la lettre mentionne également le penseur et mathématicien français des Lumières Descartes, beaucoup de gens pensent que la célèbre citation de Newton est une référence au penseur et mathématicien français des Lumières Descartes, y compris Descartes. Rendez hommage aux scientifiques chevronnés qui se trouvent à l'intérieur. Cependant, peu de gens savent que l'auteur original de ce célèbre dicton n'était pas Newton, mais un théologien et philosophe français du XIIe siècle nommé Bernard. En d'autres termes, dans l'esprit de Newton, Bernard, qui semblait n'avoir rien à voir avec la science, a joué un rôle indispensable en le guidant ou en l'inspirant pour réussir dans les domaines de la physique et des mathématiques. Hannan, l'auteur de ce livre, a dit dans la préface, « Quelle vérité nous révèle cette petite histoire ?» Autrement dit, le Moyen Âge, qui est généralement considéré comme sombre, arriéré et ignorant par les générations suivantes, a été le terreau qui a cultivé la science moderne et a permis à la science de passer de pousses à des arbres imposants. Cette vision semble très choquante et elle est presque totalement contraire à notre bon sens. Dans notre esprit, lorsqu'on évoque le Moyen Âge, la première chose qui nous vient à l'esprit sont des concepts négatifs, comme le conservatisme, la superstition, le retard, l'obscurité, la barbarie, la pauvreté, etc. En plus de cela, nous pensons aussi à une histoire familière. Autrement dit, l'Église de l'Europe médiévale a utilisé les deux armes de la foi et du pouvoir pour supprimer la recherche scientifique et mener une persécution inhumaine contre des scientifiques, tels que Galilée, Bruno, Copernic, etc. Hannan a déclaré que nombre de ces points de vue et récits historiques ont été exagérés ou même fabriqués par des penseurs ultérieurs des Lumières afin de prouver la nécessité du développement humain de la science et de l'esprit rationnel. Aujourd'hui, grâce à une étude approfondie de l'histoire des sciences, nous découvrirons que le Moyen Âge a été une époque qui a produit un grand nombre de découvertes dans divers domaines technologiques et culturels et qui a jeté des bases solides pour la naissance éventuelle de l'humanité moderne. La science, divers éléments de la recherche scientifique moderne, tels que le scepticisme, les méthodes expérimentales et la logique du raisonnement et de l'argumentation, sont en réalité nés au Moyen Âge. En outre, l'attitude de l'Église à l'égard de la recherche scientifique est beaucoup plus détendue qu'on ne l'imagine. Presque tous les scientifiques du début du Moyen Âge étaient chrétiens, et l'Église a toujours encouragé et parrainé l'exploration scientifique dans divers domaines, par exemple, les activités de recherche universitaire moderne. L'université, est née dans ce soi-disant Moyen Âge sombre, avec le soutien et la permission de l'Église. Non seulement cela, dans le récit suivant, nous apprendrons également que la naissance de la science est avant tout la naissance de modes de pensée et de méthodologie. Pour parler franchement, il y a d'abord une logique sous-jacente appelée philosophie scientifique, puis il y a divers moyens techniques d'observation et d'expérimentation. Cela va complètement à l'encontre du bon sens dans l'esprit de nombreuses personnes. Ensuite, je vais vous présenter le contenu général de ce livre en 3 parties. Tout d'abord, examinons quelles inventions technologiques révolutionnaires sont nées après la sombre stagnation précoce du Moyen Âge, en particulier dans le domaine de la production agricole. Comment ces technologies ont favorisé la reprise progressive et la prospérité de la société économique européenne et ont jeté des bases solides pour la naissance de la science. Dans la deuxième partie, je combinerai le récit de l'auteur Hannan et d'autres travaux de recherche connexes pour vous raconter comment l'université, centre de recherche scientifique et d'activités d'échange académique, est née au Moyen Âge, puis, nous utiliserons 2 des premiers pionniers scientifiques. Le théologien d'Aquin et les premiers scientifiques Bacon découvrent comment ils ont établi la méthodologie et la logique sous-jacente de la recherche scientifique. Enfin,
À travers les recherches et les expériences d'astronomes médiévaux tels que Copernic et Galilée, nous comprendrons comment la science naissante a eu du mal à se développer face à des conditions défavorables telles que des méthodes de recherche rudimentaires et l'ingérence des forces religieuses dans la gestion. Première partie. Au début du livre, l'auteur Anand a mentionné plusieurs inventions technologiques agricoles apparues au cours de la révolution agricole médiévale en Europe. Ces inventions ont considérablement amélioré l'efficacité de la production agricole en Europe, augmenté la production alimentaire et ont jeté les bases du développement ultérieur de l'Europe. La croissance démographique, jetant les bases de la prospérité économique et du progrès scientifique et culturel. La raison pour laquelle ces inventions sont ignorées par nous aujourd'hui est probablement parce que ces inventeurs étaient des artisans inconnus et n'ont pas laissé leur nom dans les archives historiques. La première chose qui est apparue était une lourde charrue qui nécessitait la traction de plusieurs gros animaux. Avant cela, les agriculteurs européens utilisaient des charrues légères de l'époque romaine. Ce type de charrue légère peut être tiré par la main-d'œuvre ou par un animal, mais son inconvénient est qu'il ne peut ameublir que le sol peu profond à la surface des terres agricoles et ne peut pas atteindre le sol plus profond dans la couche de croissance des racines des cultures. La fertilité des sols n'est pas améliorée, même lorsqu'elles sont utilisées au mieux, les racines des cultures ne peuvent pas être complètement étirées. Ce nouveau type de charrue lourde est également équipé d'un soc métallique capable de couper profondément dans le sol, ainsi que d'un soc et d'un versoir capables d'ameublir efficacement le sol. La charrue lourde améliore non seulement considérablement l'efficacité de l'agriculture, mais augmente également efficacement la teneur en humidité de la terre, hache les mauvaises herbes dans les champs et les transforme en sol pour les transformer en engrais indispensables à la production agricole, puis elle peut également créer des bordures lors du labour des champs. Le labour des sillons, labour des billons et des sillons, a résolu le problème du drainage des terres humides au printemps. On peut dire qu'il fait d'une pierre deux coups. Dans le même temps, comme ce type de charrue lourde était coûteux à fabriquer et nécessitait de nombreux gros animaux tels que des vaches et des chevaux pour la tirer, les agriculteurs européens médiévaux de l'époque devaient collecter des fonds pour acheter des charrues partagées, qui devinrent plus tard une charrue commune. Système de stockage dans les investissements commerciaux. Deuxièmement, afin d'adapter le bétail aux charrues lourdes et de faire jouer pleinement sa force, deux harnais d'élevage émergents ont été inventés dans l'Europe médiévale. Le premier est un joug avec des épaulettes, qui est placé sur les épaules du cheval pour permettre aux chevaux tirant des outils agricoles ou des véhicules de respirer et de circuler en douceur. Le deuxième type est la barre transversale, qui permet à plusieurs animaux d'être connectés côte à côte et de travailler ensemble. En outre, un système de rotation à 3 champs, capable de restaurer efficacement la fertilité des terres et de les maintenir raisonnablement en jachère est également apparu en Europe au Moyen Âge. Son principe de fonctionnement est de diviser un champ en 3 parties. La première partie est plantée avec de la nourriture et la deuxième partie est utilisée pour le repos. Au lieu de planter des cultures, il est utilisé comme pâturage pour le gros bétail, et la fertilité est restaurée en absorbant nutriments provenant du fumier du bétail. Quant au troisième volet, la plantation de haricots peut diversifier l'alimentation quotidienne des agriculteurs, tandis que les cultures de légumineuses peuvent également absorber l'azote de l'air et l'introduire ensuite dans la terre où elles prennent racine, ce qui signifie également améliorer l'environnement du sol et augmenter la fertilité des terres. La combinaison de ces inventions technologiques, associées au réchauffement du climat en Europe après le VIE siècle après JC, a conduit à une forte augmentation de la superficie des terres agricoles cultivées en Europe, à une augmentation soudaine de la production alimentaire et à une croissance continue de population. Au cours des 700 années allant du VIE au XIVe siècle après Jésus-Christ, la population de l'Europe a triplé, passant de moins de 20 millions à 75 millions d'habitants, dépassant de loin l'apogée de l'Empire romain. C'est ce type de prospérité et de croissance qui permet aux êtres humains de disposer de suffisamment de ressources et de motivation pour utiliser leur ingéniosité et leur énergie dans les domaines de la recherche scientifique, de la culture et de l'art. Dans le même temps, l'invention de technologies telles que les horloges, les lentilles et les règles à calcul est également devenue un outil puissant permettant aux premiers scientifiques de mesurer et d'observer la nature avec précision, les aidant ainsi à utiliser des moyens empiriques pour vérifier et modifier leurs hypothèses scientifiques. La seconde partie. Cette vague de prospérité et de développement au Moyen Âge européen a suscité une soif de connaissances et de technologie. De nombreux documents de connaissances académiques de l'époque grecque et romaine ont été exhumés des vieilles piles de papier, et les chercheurs ont commencé à les traduire dans la langue commune de l'élite européenne, le latin. Dans le même temps, les croisades ont favorisé les échanges culturels entre l'Europe et le monde arabe. De nombreux classiques grecs et romains conservés dans le monde arabe, ainsi que des ouvrages scientifiques écrits par les Arabes eux-mêmes, sont également arrivés en Europe par voie de traduction. Face à ce lot de classiques scientifiques et culturels nouveaux et peu familiers, l'Église et les intellectuels, outre la joie, ont ressenti un sentiment de défi et de crise. Comment les utiliser et coordonner ces connaissances et la relation entre la théologie chrétienne et la consolidation de sa propre gouvernée est une tâche ardue et urgente. Avec l'expansion de cet engouement pour la traduction, qu'il s'agisse de la famille royale européenne, de l'Église ou de la bourgeoisie des affaires, la demande de talents dans diverses disciplines augmente, ce qui a donné lieu à une réforme de l'enseignement supérieur. Il est né. Nous savons tous qu'aujourd'hui encore,
les universités sont le lieu privilégié pour cultiver les talents intellectuels et mener des recherches scientifiques et des activités académiques. Par conséquent, la naissance des universités est sans aucun doute irremplaçable dans la promotion de la recherche scientifique. Bien sûr, avant le Moyen Âge en Europe, il existait des établissements d'enseignement supérieur similaires appelés collèges, cependant, ils étaient tous de taille relativement petite et leur financement provenait soit de dons royaux, soit d'un financement par les frais de scolarité collectés par les fondateurs des collèges, qui étaient très instables. L'une des écoles les plus classiques est l'Académie Platon fondée par l'ancien philosophe grec Platon dans un lieu appelé Agardemie, à la périphérie d'Athènes. D'ailleurs, le mot « académie » est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les différentes disciplines et collèges de nos universités polyvalentes sont appelés « académies » en anglais. Bien entendu, au Moyen Âge, un établissement d'enseignement aussi petit, dirigé et organisé par un érudit de renom, ne pouvait plus répondre aux besoins de l'ensemble de la société en matière de talents de tout type. L'Église a besoin de prêtres plus instruits et théologiques, les tribunaux des rois et des nobles ont besoin de plus de fonctionnaires qui comprennent le droit et l'administration, et les hommes d'affaires ont besoin de plus de gestionnaires et de comptables capables d'écrire et de faire des mathématiques. Dans le même temps, à mesure que la taille des villes et la population augmentaient, davantage de médecins étaient nécessaires dans toute l'Europe, et ainsi de suite. Dans ce cas, la taille de l'école doit être agrandie, le nombre d'enseignants et d'étudiants doit être augmenté, les cours offerts doivent également être augmentés et la source de financement doit être stable. En fait, la naissance des universités n'était pas seulement le résultat des besoins communs de toutes les classes de la société féodale européenne de l'époque, mais aussi le produit de leur lutte et de leur jeu mutuel. Pour parler franchement, pour construire une université, ses terrains et ses bâtiments sont généralement donnés et soutenus par le gouvernement de la ville. Les érudits ou les prêtres venus du monde entier pour enseigner, ainsi que les étudiants qui viennent étudier, forment chacun un groupe hautement autonome, semblable à une querelle féodale. Les mêmes sectes et groupes que la société, enfin, l'ouverture d'une université nécessite une lettre de consentement du pape, tout comme la certification des médias sociaux d'aujourd'hui, cela signifie que l'Église et le pape conviennent d'ouvrir une telle université dans une certaine ville après un examen et un examen attentif. C'est une institution d'enseignement supérieur et détermine que les connaissances qu'elle transmet sont saines et bénéfiques et ne violent pas les doctrines théologiques et morales. À cette époque, les universités n'étaient pas seulement des établissements universitaires de recherche et d'enseignement, mais aussi des groupes autonomes établis conformément à des contrats féodaux. La signification originale du nom anglais « université » de l'université était « union » ou « guilde ». Hugo Cheng, un expert bien connu en histoire des sciences, nous a expliqué dans le livre « Qu'est-ce que la science ?», que les universités européennes du Moyen Âge bénéficiaient de nombreux privilèges, tels que des exonérations fiscales, et n'étaient pas sujettes à des poursuites judiciaires devant les tribunaux municipaux locaux. Les autorités municipales ne peuvent pas augmenter à volonté les loyers des universités. L'Église doit donner aux professeurs d'université un salaire équivalent à celui d'un prêtre. Le recrutement des professeurs dans les universités est entièrement déterminé par les universités elles-mêmes, etc. Dans le même temps, il existe également un contrat entre les professeurs d'université et les étudiants. Par exemple, les enseignants doivent être évalués par les étudiants pour examiner leur niveau d'enseignement et leur professionnalisme, et les étudiants ont également l'obligation de payer leurs frais de scolarité à temps, etc. Ce statut relativement indépendant est indispensable pour promouvoir le libre développement de la recherche scientifique et universitaire. Les premières universités d'Europe, comme l'université de Bologne créée en 1088 et l'université de Paris créée en 1257, sont toutes nées dans de telles circonstances. Dans les premières universités, l'université la plus importante était bien entendu le séminaire, car la foi chrétienne déterminait presque tous les aspects de la vie quotidienne des Européens médiévaux et l'Église elle-même avait également une autorité au-delà du gouvernement séculier, elle continuait donc à cultiver des connaissances exceptionnelles. Les étudiants et les membres du clergé qui maîtrisent la théologie constituent un objectif important de la création d'universités. Sous le séminaire, il existe des écoles secondaires telles que la faculté de droit, la faculté de médecine et l'école d'art, y compris les sciences naturelles et humaines. La manière dont les cours universitaires sont dispensés reprend également les caractéristiques de l'époque grecque et romaine antique et est différente de notre éducation chinoise ancienne. La moitié est un cours magistral où l'enseignant transmet ses connaissances unilatéralement, et l'autre moitié est un débat unique. Le spécifique la procédure est que le débat est mené par un maître très respecté à présider l'événement. Il a d'abord proposé un sujet, puis les étudiants et les enseignants présents ont participé au débat. Finalement, l'hôte a décidé quel camp gagnait. Ce modèle unique ne forme pas seulement les capacités d'expression des étudiants, mais permet également aux étudiants de défendre et de faire des déclarations, de mémoriser les points de connaissance pertinents et de lancer l'innovation académique par la critique et le questionnement. Alors quelqu'un pourrait se demander comment l'esprit de critique et de questionnement scientifique a germé au Moyen Âge, alors que le statut théologique était inébranlable et unifiait le monde ? À cette époque, outre la théologie, ces disciplines qui tentaient d'étudier la vérité et les lois du monde naturel étaient appelées philosophie naturelle. Le mot science n'était même pas né. Les scientifiques pionniers de l'époque se considéraient comme des philosophes. Dans leurs recherches, le plus important était la spéculation et la méthodologie.
L'auteur Anand a déclaré que qu'il s'agisse de la théologie chrétienne ou de l'esprit directeur et de la logique sous-jacente de la recherche scientifique, il existe certaines similitudes. Par conséquent, de nombreux scientifiques et penseurs pionniers se sont basés sur les points communs entre les deux. En partant du principe que cela viole évidemment dans l'esprit de la théologie chrétienne, il tente soigneusement d'expliquer les lois de la société humaine et de l'univers naturel. Ce type de question étant relativement abstrait et obscur, je vais vous donner un exemple tiré d'un livre. Au milieu du XIIIe siècle, il y avait un théologien et philosophe, Thomas d'Aquin. Il est né en Italie et a étudié aux universités de Naples et de Paris. Il a été salué par l'Église catholique comme le plus grand théologien de tous les temps. Cependant, Thomas d'Aquin, comme beaucoup d'autres érudits au sein de l'Église, était obsédé par les résultats des recherches scientifiques et philosophiques de la Grèce et de Rome antique. Ils croient tous que la chaîne de preuves et le raisonnement logique imbriqué des anciens sages grecs et romains peuvent rendre la théologie plus précise et logiquement cohérente, et peuvent également être intégrés et complémentaires aux enseignements catholiques. Par exemple, l'ancien philosophe grec Aristote est considéré comme l'un des fondateurs de l'esprit scientifique. Il croyait que le monde est éternel et possède un ensemble de lois objectives de fonctionnement. On dit que tout est lié par la cause et l'effet. Rien n'est semblable au christianisme, Dieu en tant que créateur originel. Bien entendu, cet ensemble de théories ne doit pas être toléré par l'Église, mais Thomas d'Aquin a déclaré que les pensées d'Aristote peuvent en réalité être combinées sans conflit avec la théologie chrétienne. Ainsi, il a trouvé un point particulièrement flatteur: Aristote n'a-t-il pas dit que tout est lié par cause et effet? Si l'on remonte à la racine, il doit y avoir une force motrice originelle pour faire bouger tout dans le monde. Un lien de causalité se produit. L'auteur Anand a donné une analogie, disant que c'était comme une série de collisions arrière sur une route très fréquentée. D'innombrables voitures formaient comme une longue file d'attente, se heurtant les unes aux autres et incapables de bouger, mais après l'arrivée de la police de la circulation, elles ont pu juger: il faut que le conducteur d'une voiture ait enfreint le code de la route, soit en allant trop vite, soit en freinant brusquement, provoquant une collision avec les voitures devant et derrière lui, déclenchant une série de collisions par l'arrière. Selon la théorie d'Aristote, le véhicule qui porte la plus grande responsabilité dans l'accident est appelé la première force motrice. Par conséquent, Thomas d'Aquin a dit que puisque le fonctionnement de l'univers entier nécessite une telle première force motrice, alors ce titre doit et ne peut tomber que sur la tête de Dieu. Vous voyez, après que Thomas d'Aquin y ait réfléchi et l'ait expliqué, le modèle de pensée scientifique rationnelle a été intégré à la théologie catholique. Par conséquent, la raison pour laquelle Thomas d'Aquin est grand et important ne réside pas dans les découvertes qu'il a faites dans des domaines spécifiques, mais plutôt grâce à sa profonde culture théologique et à sa pensée rationnelle, il est parvenu à la conclusion que la rationalité scientifique peut être combinée avec la religion. Ne se gêne pas, cela équivaut à donner aux contemporains et aux scientifiques ultérieurs un solide parapluie protecteur, leur permettant de disposer d'un certain degré de liberté de recherche universitaire sous ce parapluie protecteur. Pour parler franchement, les scientifiques du début du Moyen Âge. On peut dire que le but de l'étude de la vérité et des lois opérationnelles du monde naturel est de mieux comprendre et vérifier les théories abstraites de la théologie et de la volonté de Dieu. En fait, même à l'époque moderne, le maître physicien Newton dont nous avons parlé au début, ses recherches sur les 3 lois du mouvement de l'univers ont toujours pour but de comprendre comment Dieu, la première force motrice de l'univers, fonctionne réellement. Procédé. Nous avons fini de parler d'Aquin, le fondateur de la pensée scientifique, puis jetons un coup d'œil à certains des premiers scientifiques qui ont courageusement fait le premier pas et réalisé certaines des premières grandes réalisations de l'humanité dans le domaine des sciences naturelles. Dans le livre, l'auteur Anand nous invite chez le célèbre Roger Bacon. Bacon a été honoré comme « Docteur Tout-Puissant » par la communauté scientifique des générations suivantes pour commémorer ses contributions dans de nombreux domaines des sciences naturelles. Bacon est né dans une famille riche de l'ouest de l'Angleterre vers 1214. Lorsqu'il était adolescent, ses parents l'envoyèrent à la célèbre université d'Oxford pour poursuivre ses études. Bacon étudia non seulement la théologie, mais aussi les sciences naturelles, et devint plus tard moine. Comme Thomas d'Aquin, Bacon était secrètement très intéressé par la philosophie des sciences d'Aristote, c'est pourquoi il pensait que la pratique mènerait à la vraie connaissance. Au lieu d'étudier des livres et de faire des retraites théoriques chaque jour, aller au laboratoire et faire des expériences serait le seul moyen d'obtenir plus proche de la vérité. La meilleure façon d'explorer les mystères du monde naturel. Bien sûr, la chimie et l'astronomie au sens moderne du terme n'étaient pas encore nées à cette époque, donc les expériences qui obsédaient Bacon étaient en fait les prédécesseurs de la chimie et de l'astronomie. Aujourd'hui, l'alchimie et l'astrologie sont considérées comme de la sorcellerie superstitieuse et des pratiques maléfiques. On dit qu'à cause de ces mauvaises pratiques, Bacon a été emprisonné par l'Église et réprimandé pendant un certain temps. Ainsi, Bacon a appris la leçon et a décidé de ne pas faire connaître ses passe-temps. Au lieu de cela, il a compilé ses résultats de recherche dans 3 ouvrages de type encyclopédie comme référence interne et les a secrètement dédiés au pape Clément IV. Ces 3 livres sont respectivement nommés « Le Grand Livre », « Le Petit Livre » et « Le Troisième Livre ». Dans le Troisième Livre, Bacon a enregistré de nombreuses nouvelles technologies qui venaient d'émerger au Moyen Âge, comme la poudre à canon.
En fait, Bacon fut le premier scientifique européen à mentionner la poudre à canon et son efficacité. Il l'a décrit comme une poudre composée de soufre, de salpêtre et de charbon de bois qui produisait des bruits forts, des éclairs et des flammes. À petite dose, la poudre à canon peut être utilisée comme jouet festif, mais si elle est concentrée en grande dose et placée dans un récipient solide, elle peut devenir une arme puissante. Cependant, parmi les études personnelles de Bacon, sa plus grande réussite réside dans l'optique. Bien qu'à l'époque de Bacon, en raison du développement arriéré de l'industrie optique, il n'existait pas de lentilles ni de microscope qualifié, Bacon n'a donc pas pu vérifier son hypothèse par des expériences optiques. Cependant, Bacon a proposé l'hypothèse en étudiant les premiers travaux de sciences naturelles de l'Antiquité. La Grèce et Rome, une série d'idées géniales, dont beaucoup se sont révélées exactes par les générations ultérieures de physiciens. Bacon croit que la lumière est aussi une force émise partout dans l'univers. Elle peut traverser de nombreuses barrières et finalement former une image fixe dans les yeux humains. En même temps, les êtres humains peuvent utiliser les images de diverses choses stockées dans leur esprit pour créer comparaison oui, afin que nous puissions déterminer quelle est la source de la lumière. Bacon a en outre proposé qu'à l'avenir, il y aura inévitablement des sortes d'outils et d'instruments transparents, c'est-à-dire différents types de lentilles, capables de contrôler la courbure et la direction de la lumière, nous permettant ainsi de voir clairement les objets distants. Dans le même temps, la lentille peut également collecter l'énergie de la lumière pour une utilisation humaine. En fait, dans les derniers jours de la vie de Bacon, des lentilles en verre meulées à la main sont nées en Italie. Nous pouvons seulement dire avec regret que si Bacon pouvait vivre plus longtemps, il expérimenterait personnellement avec des lentilles en laboratoire. Puis sa contribution au premier l'optique sera sans aucun doute meilleure. La troisième partie. Ensuite, Anand, l'auteur de ce livre, nous donne une introduction détaillée aux réalisations des premiers scientifiques dans divers domaines de l'époque médiévale, notamment la médecine, l'histoire naturelle, la physique, l'astronomie, etc. En raison du manque de place, examinons les premiers développements de l'astronomie au Moyen Âge. En effet, d'une part, il existe de nombreux maîtres pionniers que nous connaissons dans le domaine de l'astronomie, comme Galilée, Copernic et Bruno. D'autre part, le développement de l'astronomie est indissociable du soutien d'autres disciplines comme les mathématiques et la physique, ainsi que les premières technologies de fabrication industrielle. Reflétant le niveau complet de recherche scientifique et technologique à cette époque. Troisièmement, le conflit entre l'Église et la science astronomique est le plus intense, reflétant profondément les difficultés des êtres humains qui tentent d'échapper au contrôle des croyances religieuses et de courir vers l'embrassement de la science et de la raison. Bien entendu, le but initial de la naissance de l'astronomie au Moyen Âge européen était de mieux prouver l'exactitude des croyances théologiques chrétiennes en étudiant les lois de l'univers céleste, et d'organiser la vie quotidienne et les rituels religieux des prêtres et des moines grâce à des méthodes précises. Contrôle du temps. Par exemple, parmi les pionniers de l'astronomie au Moyen Âge, il y avait Richard de Wallingford, qui vécut de la fin du XIIIe au XIVe siècle et était théologien, mathématicien, astronome et mécanicien. La raison pour laquelle il est devenu un tel slasher dans plusieurs domaines était parce qu'il était né dans une riche famille de forgerons. Sa famille avait assez d'argent pour lui permettre d'étudier à l'université d'Oxford. Cependant, la famille de Richard est ensuite tombée en déclin. Afin de se permettre pour achever ses études, il devint moine afin que l'Église puisse prendre en charge ses frais de scolarité. Plus tard, il devint abbé et reçut un très bon salaire. Cependant, Richard était un homme qui ne pouvait pas se reposer. À l'université d'Oxford, il était passionné d'astronomie et de physique, et sa famille était forgeron, il était donc également très intéressé par la fabrication et l'assemblage mécanique. Ainsi, tout en étant doyen, il a manipulé lui-même une horloge mécanique complexe. Non seulement il indique l'heure, mais il est également livré avec un astrolabe qui indique les positions du Soleil, de la Lune et des autres planètes. Au XIIIe siècle, les horlogers européens avaient inventé des échappements mécaniques complexes pour garantir la précision des garde-temps mécaniques. L'auteur Anand en déduit que Richard a dû être exposé à des documents faisant état de cette technologie, ou à des artisans de l'époque. Grâce à cette horloge mécanique, les moines du monastère peuvent suivre strictement un horaire précis pour organiser leur vie et prier, sans avoir à envoyer quelqu'un sonner chaque jour la cloche du clocher pour le rappeler à tout le monde. Au début du Moyen Âge, la compréhension qu'avait l'Europe de la structure de l'univers restait essentiellement à l'époque du philosophe grec Aristote et de l'astronome romain Ptolémée. Pour parler franchement, l'univers entier est une sphère parfaite imbriquée en couches. La Terre est le centre de l'univers entier. Elle est stationnaire, et autour de la Terre se trouve cette étoile qui tourne à une vitesse constante et ont des orbites circulaires parfaites, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Sur le dôme circulaire, ciel, à l'extérieur d'eux, il y a des étoiles dont les positions ne changent jamais. Au-delà du ciel, c'est le royaume des cieux sous le règne de Dieu. Cette théorie était très parfaite d'un point de vue graphique et mathématique, mais à la fin du Moyen Âge, de plus en plus de gens pensaient que le mouvement de l'univers et des étoiles n'était en réalité pas conforme à ce modèle parfait. Par exemple, le calendrier couramment utilisé en Europe au Moyen Âge était le calendrier julien.
Jules était en fait César, l'ancien homme d'État romain qui a présidé à la formulation de cette législation, et son nom de famille. Au XIVe siècle, l'écart entre le calendrier julien et le réel s'était accumulé jusqu'à près de 10 jours, ce qui était très perturbateur pour les églises qui accueillaient diverses fêtes religieuses et pour les gens ordinaires occupés à la production économique et à la vie quotidienne. Non seulement cela, les gens ordinaires sentiront également que la théorie géocentrique n'est pas fiable grâce à l'observation quotidienne. Par exemple, dans le ciel nocturne, la luminosité et la taille de la Lune et d'autres planètes changeront avec les saisons, et certaines planètes, comme Mercure, en fait, deviendra également rétrograde de temps en temps, ce que nous appelons souvent « Mercure rétrograde » maintenant. Dans ce cas, cela n'aurait aucun sens d'insister sur le fait que la vitesse de déplacement de ces planètes est constante, que leurs orbites sont des cercles parfaits et que leur distance à la Terre est toujours la même. Ainsi, à ce stade, le Copernic que nous connaissons est apparu sur scène. Dans notre sens commun, Copernic était un combattant scientifique qui a eu le courage de défier l'autorité de l'Église. Il a ouvertement remis en question la théorie géocentrique superstitieuse et arriérée et a créé à lui seul la théorie héliocentrique plus avancée. Cependant, l'auteur Anand et d'autres experts en histoire des sciences nous disent que la vérité n'est pas si simple et si noire et blanche. Copernic est né à Toruń, une petite ville de Pologne, en février 1473. À l'âge adulte, il est allé à l'université de Cracovie en Pologne et de Bologne en Italie pour poursuivre ses études. Après son retour de ses études, son oncle, qui était archevêque, trouva un emploi décent pour son intelligent neveu, travaillant comme prêtre à l'église de Fromambure. Le travail était relaxant, Copernic pouvait donc passer la plupart de son temps à observer des objets astronomiques. Dans son chef-d'œuvre astronomique publié plus tard, sur les révolutions des corps célestes, Copernic a déclaré que lui, comme beaucoup de ses contemporains, était très insatisfait des lacunes du modèle géocentrique de l'univers et voulait trouver une alternative qui pourrait le remplacer. Un modèle réaliste. Cependant, la source d'inspiration de la théorie héliocentrique défendue par Copernic n'était pas la sienne, mais provenait d'un ancien astronome grec, Aristarque de Samos. Bien sûr, en raison du niveau global limité de développement des mathématiques, de l'astronomie et de la physique à cette époque, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être expliquées dans la théorie de Copernic. Par exemple, si la Terre tourne, pourquoi les gens qui s'y trouvent ne le font-ils pas? Automne. Et si la Terre tourne, pourquoi les innombrables étoiles dans le ciel semblent-elles toujours immobiles? Bien sûr, nous savons aujourd'hui que cela était dû au fait que les scientifiques n'avaient pas découvert la gravité universelle à cette époque et que la taille de l'univers lui-même dépassait de loin les capacités cognitives des humains à cette époque. En raison de ces problèmes insolubles et de la prudence de Copernic, la publication de « Sur les révolutions des sphères célestes » a été retardée jusqu'à sa mort. Afin d'éviter une éventuelle censure de l'Église, Copernic a inclus une préface dans la préface. Il a annoncé qu'il dédierait ce livre au pape à cette époque. D'une part, il soulignait dans le livre que son ensemble n'était qu'une conjecture mathématique abstraite et il accueillait favorablement la critique et la correction. Cependant, peu de temps après la mort de Copernic, l'Église catholique a commencé à accepter la théorie et les méthodes de calcul proposées par Copernic dans « Sur la révolution des corps célestes ». La raison était très simple, elle a été révisée selon la théorie héliocentrique de Copernic. Le calendrier rendra le calendrier plus précis. Même en 1616, lorsque l'Église réexamina de la révolution des sphères célestes, à la suite de l'enquête et du procès de Galilée, elle ne révisa en réalité qu'une dizaine de passages pour souligner la nature hypothétique de la théorie héliocentrique elle-même. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle l'Église catholique et le progrès scientifique sont incompatibles est une déformation trop simpliste. En parlant de cela, l'auteur Anand a également brièvement commenté le célèbre cas Bruno dans l'histoire des sciences. Bien que Bruno ait donné sa vie pour avoir insisté sur ses convictions, en réalité, Bruno n'était pas un astronome ou un penseur scientifique, mais un philosophe naturel non conformiste. Parmi les crimes pour lesquels Bruno fut finalement reconnu coupable, la théorie héliocentrique n'était pas incluse. L'Église catholique romaine a finalement condamné Bruno au bûcher parce qu'il croyait en une mystérieuse religion ancienne, l'hermétisme. Ce type de croyance vénère le soleil comme le dieu le plus élevé de la religion, et fait en même temps l'éloge de la magie, de l'astrologie, etc. Dans ses œuvres et ses remarques publiques, Bruno a même dénoncé que Jésus était un magicien intelligent et non un dieu du tout. Inutile de dire que l'Église catholique détestera certainement ce genre de gifle directe et de force frontale. Cependant, à ce stade, la science et la technologie ont vaguement montré qu'elles n'ont plus besoin de servir de « servante » à la théologie de l'Église, parce que l'invention du télescope a permis aux astronomes d'enregistrer l'apparence et les mouvements des étoiles à travers observations directes, pour réviser la compréhension que l'humanité a de l'univers. L'astronome Kepler a découvert par observation que les orbites des planètes sont des ellipses plutôt que des cercles parfaits, et Galilée a prouvé, grâce au changement de phase de Vénus, qu'elle tournait effectivement autour du Soleil. Bien que Kepler et Galilée aient également déclaré dans leurs travaux que le but de leur recherche était de mieux comprendre l'arrangement de Dieu pour l'univers entier en comprenant la manière précise dont les étoiles se déplacent. Cependant,
Le statut des individus en tant que sujet d'observation et de recherche scientifique s'élève progressivement et ils sont prêts à tirer parti des progrès continus de la science et de la technologie pour inaugurer une ère meilleure. Maintenant, le contenu principal de ce livre est essentiellement présenté ici. Dans le livre, l'auteur Anand passe en revue l'émergence et le développement de la science dans l'Europe médiévale depuis la chute de l'Empire romain d'Occident au VE siècle après JC jusqu'à la Renaissance au XVIe siècle, y compris les mathématiques, l'astronomie, la physique, la médecine et la philosophie scientifique. Chaque champ. Anand a souligné, grâce à des recherches approfondies et à l'analyse de données, que l'Europe médiévale n'a pas toujours été dans un état de décadence, de stagnation et d'obscurité comme nous l'imaginions. Après avoir connu un début de déclin et de pauvreté, à mesure que la société devenait de plus en plus stable, l'économie commençait à se redresser et à se développer, la population augmentait et de nombreuses inventions technologiques révolutionnaires émergeaient les unes après les autres, la prospérité du commerce et de la production, ainsi que les échanges entre l'Europe et les autres pays. Dans certaines parties du monde, la société européenne tout entière a un besoin urgent de connaissances, le patrimoine culturel des époques grecques et romaines antiques a été redécouvert et les fruits de la civilisation d'autres parties du monde, comme l'Arabie, ont progressivement afflué. La combinaison des deux a progressivement réveillé la pensée et les concepts des Européens. Sur cette base, la science au sens moderne que nous connaissons a été officiellement annoncée à travers la création d'institutions de recherche universitaires, la maturité de la logique et de la méthodologie sous-jacente et l'émergence de scientifiques en tant que groupe. Même si, dans cette période naissante, la recherche scientifique ne s'est pas complètement éloignée de l'astrologie, de l'alchimie et de la sorcellerie, et que la science reste vassale de la théologie, la science a démontré son grand potentiel pour transformer le monde et la pensée humaine, et a donné naissance à l'orientation des êtres humains vers les premières lueurs du progrès. Après avoir lu ce livre, l'un de mes sentiments est que la science moderne, comme toutes les réalisations civilisationnelles créées par les êtres humains, est elle-même le reflet du développement des capacités cognitives humaines, de primitives et grossières à raffiner et raffiner, avec des sommets et des vallées. Et sans fin. Bien que nous assimilons aujourd'hui inconsciemment la science aux vérités universelles et éternelles capables de résoudre tous les problèmes, nous ne devons pas oublier que la science n'est pas une sagesse avancée créée du jour au lendemain par les humains dans les temps modernes. La science, après sa naissance, a été au début juste un embryon de pensée. C'était le produit de l'observation préliminaire de la nature par les premiers êtres humains et de la recherche de la vérité absolue dans la philosophie religieuse. Elle contenait des erreurs, des préjugés, des spéculations et des fantasmes. Nous ne pouvons même pas penser qu'elle était si relativement arriérée dans le Moyen Âge. À une époque d'isolement, les pensées humaines ne peuvent pas faire jaillir des étincelles de sagesse. Nous devrions avoir plus de compréhension et de respect pour les ancêtres qui ont eu le courage de se consacrer aux premières recherches scientifiques à cette époque. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.